Marco Lorenzi est chercheur au centre INRIA d'Université Côte d'Azur. Après des études en mathématiques, il s'est spécialisé dans la bioinformatique. Aujourd'hui, il développe des programmes d'intelligence artificielle destinés à accompagner les médecins dans leurs choix thérapeutiques. Dans le monde médical, on retrouve l'intelligence artificielle un peu partout. On s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle pour toutes les tâches d'analyse d'images, donc dans l'imagerie médicale, donc pour l'identification, la détection des anomalies, par exemple. Mais on le trouve aussi dans l'étude, par exemple, des protéines, et donc pour identifier de nouveaux médicaments ou des interactions entre protéines, donc pour la découverte des médicaments. Dans le médical, on est en train d'explorer de plus en plus les potentialités de cette méthodologie de l'intelligence artificielle pour mieux exploiter la donnée, pour mieux comprendre les maladies, pour mieux comprendre aussi les thérapies. Et grâce à l'utilisation en fait, de cette information cachée. Pour entraîner leur modèle d'intelligence artificielle, Marco et son équipe ont besoin d'accéder à des centaines de milliers, voire des millions de données médicales liées aux patients. Une condition essentielle pour assurer l'efficacité des modèles. Pourtant, cet accès reste encore un défi. Aujourd'hui, l'accès à la donnée médicale est compliqué. Pour des raisons compréhensibles, il s'agit de données sensibles, donc des données qui sont protégées par la loi. Et il y a des questions aussi éthiques. Donc tout ça, ça fait que les hôpitaux ne peuvent pas vraiment ressortir les données pour faire de la recherche dessus. Comment accéder à ces données sensibles tout en respectant la loi? L'équipe a trouvé une solution en s'inspirant de l'apprentissage fédéré, une technologie développée par les ingénieurs de Google. Le principe général de l'apprentissage fédéré, c'est de permettre à différents hôpitaux, par exemple ici on voit 4 hôpitaux, de développer conjointement une intelligence artificielle, ça veut dire un modèle par exemple de prédiction des pathologies dans des données sensibles, donc par exemple des données d'imagerie des poumons des patients, et de pouvoir faire ça sans le besoin de partager leurs données. En pratique, l'apprentissage fédéré fonctionne comme un système en réseau. Un serveur central envoie le modèle d'intelligence artificielle à chaque hôpital. Chacun l'entraîne avec ses propres données, comme l'âge des patients ou le type de machine utilisée. Progressivement, le modèle s'adapte aux spécificités de chaque hôpital. Il apprend, intègre de nouveaux paramètres et prend une couleur locale. Dans un second temps, le serveur central récupère ces nouveaux apprentissages locaux et les combine pour créer un nouveau modèle global. Ce modèle central représente la variabilité de tous les centres mais sans jamais observer les données. Ce processus, apprentissage locaux, partage, agrégation, est ensuite répété plusieurs fois jusqu'à aboutir à un modèle global final, plus robuste et représentatif. Mais comment savoir si ce modèle est vraiment fiable? On a des théories qui nous donnent des garanties, sous certaines conditions, que ce schéma amène un modèle qui, à un certain moment, devient optimal, c'est-à-dire que c'est un modèle équivalent au modèle qu'on aurait pu obtenir si on avait vraiment accès à toutes les données. Mais tout ça, grâce à l'apprentissage fédéré, on peut l'obtenir sans jamais partager les données, mais justement avec ce schéma de partage des paramètres. Et donc, l'avantage principal de l'apprentissage fédéré, c'est de permettre d'obtenir des bons modèles, donc développer une IA qui est fiable et robuste, tout en préservant la confidentialité des données des hôpitaux. Cette technologie pourrait bien transformer en profondeur le diagnostic et le traitement des patients. Chaque semaine, Marco et son équipe retrouvent le professeur Humbert à l'hôpital Antoine Lacassagne de Nice. Leur mission, déployer l'apprentissage fédéré pour améliorer la prise en charge du cancer du poumon. Pour le cancer du poumon, il y a un traitement qui est apparu il y a maintenant 8 ans, qui est révolutionnaire, qui est l'immunothérapie. Donc on n'est plus sur la chimiothérapie, on est sur une immunothérapie qui réveille l'immunité du patient pour que ces globules blancs, ces cellules de l'immunité, s'attaquent d'elles-mêmes au cancer avec des résultats qui peuvent être vraiment exceptionnels pour certains patients, mais pas pour tous les patients. Aujourd'hui, l'immunothérapie, il y a un patient sur 2 qui va bénéficier de ce traitement, sauf qu'on ne sait pas les identifier à l'avance. Donc on met le traitement, certains répondent, d'autres ne répondent pas. On peut avoir des fois des sortes de sentiments, c'est-à-dire des sentiments cliniques, que pour un patient, l'immunothérapie sera plutôt plus efficace, moins efficace. Mais
on ne veut pas traiter à partir de sentiments, on veut traiter à partir d'informations quantitatives, objectives. Et c'est là où l'IA, elle permet vraiment cette bascule de l'analyse purement visuelle à une analyse quantitative, objective, statistique. L'IA, c'est que cette image, elle va la transformer en information quantitative analysable par les algorithmes. Ça peut être le volume de la tumeur. Plus la tumeur est volumineuse, moins il est probable que le patient bénéficie de l'immunothérapie. Ça, elle le mesure automatiquement. Mais on a aussi la dispersion des lésions. Un patient qui va avoir plus de lésions au niveau du foie va probablement moins bien répondre à l'immunothérapie. Elle va pouvoir le quantifier. Elle va aussi aller voir le patient, son état de santé. On peut voir aujourd'hui la masse musculaire, la masse graisseuse du patient. On visualise même l'activité du tube digestif. Or, on sait que la flore dans le tube digestif, le microbiote, a un rôle sur l'immunité et la réponse à l'immunothérapie. Et bien, toutes ces informations, en fait, l'IA, elle va les quantifier. Elle va faire une analyse de l'image et extraire ces informations quantitatives qu'elle va détecter d'elle-même. Cette IA, aujourd'hui, elle n'existe pas encore et c'est celle-là qu'on veut développer. Une IA qui, à partir de l'analyse des données d'un patient, va nous guider vers le traitement qui sera le plus efficace, le plus bénéfique. L'équipe a déjà déployé son nouveau modèle d'intelligence artificielle dans 3 hôpitaux français spécialisés dans le cancer. Et les premiers résultats s'annoncent encourageants. Ici, on a 3 courbes. Chaque courbe, c'est associé à un hôpital. Donc, ça veut dire qu'on a 3 hôpitaux qui ont amené en fait, une expérience d'apprentissage fédéré conjointe. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'à fur et à mesure qu'on fait des allers-retours d'entraînement local et d'agrégation, les 3 hôpitaux, ils vont améliorer leur modèle et tous ensemble, ils vont converger vers le même niveau de qualité de la prédiction dans leur base de données. Et maintenant, c'est un modèle global, donc c'est un modèle qui représente bien en fait, la variabilité qu'on voit dans les 3 hôpitaux, donc c'est un modèle qu'on pourrait utiliser dans le futur dans des autres hôpitaux. Boosté par ces résultats prometteurs, l'équipe ambitionne désormais de déployer son modèle d'apprentissage fédéré à plus grande échelle, dans une dizaine d'hôpitaux à travers la France. Quelques ajustements restent toutefois nécessaires, notamment sur la gouvernance du réseau et la sécurisation des données échangées entre les hôpitaux et le serveur central. Un des problèmes qui ont été démontrés dans l'apprentissage fédéré, c'est le cas dans lequel un hôpital partage un modèle et ce modèle peut être intercepté par des acteurs malveillants qui peuvent reconstruire la donnée qui était utilisée pour entraîner ces modèles-là. Donc tout ça peut se passer dans des cas extrêmes, mais quand même, ça nous montre que ça existe un risque. Et donc, on doit être capable de protéger contre ces risques-là. Il y a des techniques aujourd'hui dans lesquelles on peut brouter les paramètres du modèle avant de la transmission, de façon qu'on peut donner la garantie de n'être pas capable, en fait, de revenir à la donnée qui, à l'origine, est utilisée pour entraîner ces modèles-là. En attendant des améliorations, le logiciel développé par l'équipe dépasse les frontières de l'Hexagone. Il est actuellement testé par plusieurs consortiums européens sur des cancers du sein, de la vessie et en cardiologie. Selon le groupe de travail, l'apprentissage fédéré pourrait être employé en routine dans les hôpitaux d'ici 3 à 5 ans.